Il y a beaucoup de gens qui ont répondu justement à la question dans le chat. Donc, bienvenue à tous à cette activité que nous avons intitulée Solutions béton aux îlots de chaleur. Donc, c'est super là, de voir qu'il y a beaucoup de gens là, qui sont présents aujourd'hui parce que, bon, on voit que l'initiative les intéresse. Il y en a aussi qui mentionnent travailler dans le quartier de l'Est. Donc, ils veulent être au courant de ce qui va se passer. Il y en a aussi qui sont très, très intéressés aussi par le milieu, le volet environnemental du projet. Donc, c'est super. On va maintenant commencer. Je me présente. Mon nom est Léonie Lepage-Ouellette. Je suis chargée de projet donc au Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, le CRE. Aujourd'hui, on vous présente une grande démarche de verdissement à Sherbrooke qui s'appelle Vente fraîcheur sur l'Est. Je vois qu'il y a plusieurs participants, donc c'est vraiment super de voir que les gens sont impliqués et veulent en savoir plus sur le projet. Je tiens à souligner la présence de certains élus municipaux. Donc, merci à Vincent Boutin, à M. Rémi Demers et à Mme Karine Godbout, qui est également présidente du comité de l'environnement à la ville de Sherbrooke. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui. C'est très apprécié. Donc, avant de commencer, avant de rentrer dans le détail, là, je me dois aussi de présenter le CRE pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, le CRE, on est un OBNL en environnement dont la mission est de protéger et améliorer l'état de l'environnement en Estrie grâce à des solutions concertées et des conseils avisés auprès de la population, mais aussi des décideurs. Donc, on est vraiment un organisme de concertation en environnement dans le but de répondre aux besoins des milieux. On travaille principalement sur des dossiers portant là, sur l'urgence climatique, la gestion des matières résiduelles et la protection de la nature. Donc, aujourd'hui, pourquoi on vous a réunis ce midi en virtuel, bien entendu? Les objectifs de l'activité, c'est vraiment d'abord de vous introduire à la démarche. Donc, déjà, on a commencé à alimenter nos réseaux sociaux sur le sujet. Il y a eu certains articles dans les médias. Mais ce qu'on souhaitait faire, c'est vraiment de vous introduire de façon un peu plus personnalisée à cette démarche. Et on souhaitait aussi vous expliquer les fondements de la démarche. Donc, le pourquoi c'est important de faire cette démarche-là dans le quartier de l'Est et quelles sont les solutions aussi et pourquoi on a choisi ces solutions-là. Et surtout, l'objectif, c'est vraiment de recueillir vos premiers commentaires, vos premières réactions face à cette grande démarche qui va avoir lieu jusqu'en 2022. Et c'est vraiment dans le but déjà de commencer un peu la mobilisation autour du verdissement dans le quartier de l'Est. Comment ça va se dérouler aujourd'hui? Donc, on a plusieurs présentations. Donc, on a plusieurs courtes présentations. Il va y avoir une présentation, évidemment, de la démarche Vente fraîcheur sur l'Est. On va également vous introduire à certains concepts relatifs aux îlots de chaleur. On va également aborder la situation particulière du quartier Est de Sherbrooke et évidemment, on va aborder le volet des solutions pour lutter contre les îlots de chaleur. Il va y avoir différents intervenants que je vais vous présenter là, au fur et à mesure. Suite à ces présentations, il va y avoir une période de questions et ensuite, il va y avoir également une période d'échange et de discussion en sous-groupe. Donc, petit détail technique avant de commencer, évidemment, je vous invite à vous renommer adéquatement pour qu'on sache à qui on s'adresse. Je vous invite aussi à garder votre micro fermé pour le moment. Bon, on est habitué maintenant que ça fait plusieurs mois qu'on est en rencontre virtuelle, mais quand même, je me permets de le rappeler. Et je vous invite également à écrire vos questions dans la conversation chat. Donc, on va faire une seule période de questions pour toutes les présentations. Donc, je vous invite au fur et à mesure à écrire vos questions et aussi à préciser à quel intervenant s'adresse la question. Également, si jamais vous avez un pépin technique, vous pouvez l'écrire dans la conversation. Vous pouvez également écrire à ma collègue Marie-Josée Laforge qui est présente aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez un pépin, vous pouvez aussi lui écrire en privé via la conversation chat. Donc, sans plus tarder, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Je vais inviter mon collègue Alexandre Demers, qui est adjoint à la transition écologique au CRE, à vous présenter justement la démarche Vente fraîcheur. Alexandre Demers travaille au CRE depuis 2012. Il est diplômé en gestion de l'environnement et en génie électrique. Donc, Alexandre, je te cède maintenant la parole. Merci, Léonie. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter la démarche. On va en faire un survol. On n'ira pas non plus trop dans les détails, les raisons étant qu'on a un temps limité. Et il y a beaucoup de choses qui sont en conception. Alors, on a déjà des bonnes idées, des bons fondements, mais il y a des choses qui évoluent à l'heure actuelle et qui vont évoluer encore dans les semaines, dans les mois à venir.
Donc, on met la table, on part sur une base commune, puis vous aurez l'opportunité après ça de nous suivre et de participer à toute cette démarche-là. Donc, la démarche Vent de fraîcheur sur l'Est, c'est une démarche de verdissement et de lutte aux îlots et archipels de chaleur urbains qui vise à faire des milieux de vie à échelle humaine. Je vais juste souligner, verdissement, lutte aux îlots de chaleur, ce sont effectivement un moyen parmi d'autres pour s'attaquer aux îlots de chaleur, pour aider à créer en fait des îlots de fraîcheur. Mais ce n'est pas juste un projet de verdissement. On veut vraiment faire en sorte que ces projets-là permettent aux gens de vivre dans ces milieux, d'en profiter, d'avoir des activités, d'où l'aspect milieu de vie à échelle humaine. Donc, vraiment des endroits où on se sent bien, où est-ce qu'on se sent interpellé, puis on a un sentiment d'appartenance. Donc, la démarche consiste à transformer 6 milieux de vie. On en a ciblé 6 lorsqu'on a lancé le projet. Comme je vous dis, c'est en évolution. Alors, il pourrait y avoir des surprises. Il y a des choses qui pourraient se greffer en cours de route à travers tout ça. Donc, ces 6 milieux de vie-là sont dans le secteur est de Sherbrooke, puis on veut les transformer en espaces de fraîcheur. Je ne l'ai pas souligné, mais je pense que c'est important de le mentionner aussi, connecter avec la nature. Donc, il y a cet aspect-là de nature, de vivant, donc biodiversité. On ne parle pas juste seulement de plantes, mais on veut ramener d'autres choses à travers tout ça. Les objectifs plus spécifiques de la démarche sont de mobiliser les acteurs sur les bénéfices et l'importance d'offrir des milieux naturels sains et de qualité. Donc, mobiliser les acteurs, ce n'est pas juste nous, ce n'est pas juste nos partenaires, c'est la population. C'est, par exemple, si je pense au niveau de la ville, c'est d'être capable de dire, la ville, elle profite de cette démarche-là, elle va pouvoir bonifier certaines pratiques, puis éventuellement l'amener ailleurs. La même chose pour les commerçants, les propriétaires. Nous souhaitons également promouvoir les bonnes pratiques en matière d'aménagement durable, donc à travers des sites de démonstration. Il y a des concepts des fois qu'on va mettre en place, qu'on va ajouter de l'information autour, qu'on va faire des activités, des ateliers pour outiller les gens de tout acabit et pour qu'ils soient capables de reprendre ces concepts-là et de les emmener soit à la maison, soit dans l'aménagement plus d'une municipalité là, à travers la région d'Estrie ou dans d'autres régions, au niveau d'un commerce, si on est propriétaire d'un bâtiment. Donc, ce sont toutes des opportunités qu'on a pour pouvoir faire des sites de démonstration. Contribuer à l'aménagement d'une trame verte. Bien oui, l'Est a un certain déficit nature, donc on va, à travers ces interventions-là, contribuer à la réalisation de cette trame. Il y a d'autres actions qui vont venir s'y greffer aussi avec le temps pour la compléter. Améliorer la qualité de vie, la santé sociale, mentale et physique. Bien évidemment, lorsqu'on parle de verdissement, il y a toutes sortes de bénéfices qui ont été démontrés. Donc, même si ce n'est que d'avoir un arbre à la maison et de pouvoir regarder de temps à autre, ça a été démontré que déjà là, qu'il y a des bénéfices. Donc, nous, on veut vraiment multiplier les occasions de rehausser le niveau de qualité de vie. Lutter contre l'isolement, cet aspect-là, ça se voit davantage à travers les activités où les gens seront interpellés par des consultations, par de l'idéation, par le fait qu'ils vont pouvoir aussi participer à la mise en œuvre de certaines de ces actions-là. Toujours dans le but d'avoir des milieux de vie qui sont conviviaux. Donc, les gens vont aussi pouvoir s'y rendre, y vivre, y découvrir des choses. Puis nous, on va aussi amener à travers ça comme je l'ai dit tantôt, des ateliers, des conférences pour animer. Évidemment, si on réussit à créer des îlots de fraîcheur, normalement, ça a aussi des bénéfices des bénéfices économiques là, sur l'entretien et la construction d'infrastructures urbaines. La trame verte dont on parle, donc on a déjà plusieurs éléments. Je vous situe grosso modo où est-ce que les interventions vont se faire. Donc, vous voyez, ici, on a le Marais Réal Carbonneau, on a le Parc Victoria, le Parc Sylvidègue qui apparaît en vert ici, mais est quand même très asphalté. Et là, on va venir se greffer à travers nos différents projets, à travers les sites de nos partenaires, comme ça ici. Je vous les présente dans un instant, et à travers un ensemble d'actions qui va graviter autour de la King Est, entre autres. Les 6 projets se situent au Cégep de Sherbrooke, à l'École primaire des Avenues, sur et autour de la King Est, au Centre d'hébergement Saint-Vincent, à l'Hôtel Dieu, et il y aura également la mise en œuvre, la mise en place d'un jardin collectif. Ce jardin collectif-là, pour l'instant, le site n'est pas arrêté. Il pourrait y avoir plus d'un site.
il y a déjà des endroits qui ont été identifiés. Au total, ce qu'on souhaite réaliser à travers tout ça, c'est une plantation de plus de 400 arbres. C'est retirer des surfaces minérales, c'est permettre la gestion de l'eau directement sur les sites, plutôt que de dire elle ruisselle, elle s'en va aux égouts pluviaux, si on est chanceux, si on n'est pas dans un système unitaire. Et puis, à introduire différents concepts, comme par exemple le verdissement de façade, des murs végétaux, et puis même, on pourrait parler de réflectance, par exemple, avec des ombrières ou en changeant la couleur de certains aménagements au sol. Je vous présente les sites d'un peu plus près en images pour que vous puissiez vous faire une tête. Donc, le cégep de Sherbrooke est déjà un milieu qui est, somme toute, avec plusieurs îlots de verdure. Malgré tout, autour des pavillons, on retrouve énormément de surfaces minérales asphaltées. Il y a des initiatives ici et là quand même intéressantes qui ont déjà eu lieu. Par exemple, l'arboretum derrière les résidences ou encore en devanture face au pavillon 2. Donc, il y a déjà des belles choses qui se font, mais ça va être bonifié, ça va aller plus loin. Donc, je vous ai parlé des stationnements. Il y a, par exemple, les talus qui sont mis à nu. Le cœur du campus peut être bonifié aussi dans les actions pour le rendre encore plus accueillant, plus attrayant. Au niveau de l'école des avenues, il y a de très beaux arbres qui existent déjà, qui sont rendus à maturité, mais dans l'ensemble de la cour d'école, on constate comme quoi que c'est surtout minéral. Il n'y a à peu près pas d'ombre qui existe. Présentement, cette cour-là, bien, même les modules là, que vous voyez en bas à gauche n'existent plus. Donc, il y a vraiment littéralement un vent de fraîcheur à mettre sur cette cour. Donc, un beau projet là, qui va se réaliser de ce côté. Centre d'hébergement Saint-Vincent, de l'asphalte à profusion, des toits plats, donc beaucoup d'espace où est-ce qu'il y a une captation lumière-chaleur. Et du côté de l'Hôtel-Dieu, c'est sensiblement le même portrait, avec des opportunités de transformer les choses. Ce que je veux souligner dans cette démarche-là, c'est que c'est une démarche où l'ensemble de Vent de fraîcheur est pensé, conçu et réalisé par et pour les milieux. C'est-à-dire que ce n'est pas le CRA qui est arrivé du jour au lendemain pour dire on va réaliser ceci. Non, non. On s'est attaché avec des partenaires, avec des projets qu'il y avait déjà. Et puis, par exemple, juste pour en nommer quelques-uns, au Cégep de Sherbrooke, déjà en 2019, il y avait une consultation de la population étudiante pour leur demander qu'est-ce que vous aimeriez voir sur le campus. Alors, il y a eu une séance d'idéation, priorisation, et déjà, à l'automne dernier, il y avait certains éléments du projet qui ont commencé à être testés. Et ici, on voit, entre autres, là, lors d'une consultation, voir comment est-ce que les utilisateurs réagissaient à ce projet pilote mis en œuvre temporairement. Du côté de King S, il y a eu des consultations également en 2019 qui ont eu lieu dans le cadre de rue principale. Et ça l'a donné toutes sortes d'éléments à travailler pour dynamiser l'espace. Donc, entre autres, là, en ce moment, il y a la placette qui a commencé à prendre forme. Et puis, ça continue parce que si vous y allez aujourd'hui, il y a un autre décor qui a été mis pour la Saint-Valentin. Mais bien évidemment, ça va continuer à se faire à partir du printemps avec un ensemble d'aménagements plus complets et avec toutes sortes de démarches sur la rue King Est et aux alentours là, pour verdir l'espace. Moi, ce que je veux vous inviter à faire, c'est de participer à tout ça. Donc, vous allez avoir des opportunités. Donc, il y aura des consultations, des ateliers, des conférences, des appels à participer à la réalisation. Donc, profitez de ces opportunités-là pour se joindre à nous, à nos partenaires, profitez des endroits qui vous sont offerts, puis proposer des idées également. On est toujours ouvert pour pouvoir bonifier le tout. Je conclurai peut-être juste avec l'information comment nous suivre, comment nous rejoindre. Donc, vous pouvez aller sur notre site web, ventefraîcheur.environnementestrie.ca. Via Facebook, c'est là qu'on aura peut-être un échange plus dynamique, et Instagram également, qu'on est récemment présent. Alors, ça fait le tour pour moi. J'espère que ça vous a inspiré et évidemment, là, je prendrai les questions tantôt là, dans la période. Merci, Alexandre.
Ça met bien, je pense, la table pour le reste de l'activité. Puis je pense que ça commence aussi très, très bien le message qu'on veut lancer, c'est-à-dire qu'on veut commencer la mobilisation, on veut commencer aussi à impliquer la communauté dans le projet. Donc, merci beaucoup. On va passer maintenant à la présentation de Audrey Larochelle, qui est coordonnatrice du programme Milieu de vie en santé chez Nature Québec. Audrey, tu peux maintenant commencer à partager ton écran. Donc, Audrey travaille chez Nature Québec depuis 2019. Elle s'intéresse particulièrement aux problématiques environnementales en ville, mais surtout aux initiatives locales et citoyennes qui prennent forme pour répondre à ces problématiques. Elle est détentrice d'un baccalauréat en urbanisme et d'une maîtrise en gestion de l'environnement. Donc, Audrey aborde aujourd'hui les concepts relatifs aux îlots de chaleur. Alors, à toi la parole, Audrey. Oui, bonjour à tous. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous ce midi. J'espère que vous m'entendez bien, que vous voyez bien mon écran. Oui, génial. Donc, juste pour mettre un petit peu là, la table, en fait, sur la problématique des îlots de chaleur urbains, que je vais communément appeler ICU pour le reste de la présentation, juste pour simplifier mon message. J'aime ça commencer en disant le chiffre 12. Donc, pourquoi le chiffre 12? En fait, ça fait directement référence aux îlots de chaleur urbains, qui est un concept selon lequel, en fait, il y a certains endroits au sein d'une même ville ou même au sein d'un même quartier où la température peut se retrouver à être beaucoup plus élevée qu'à un autre. Donc, c'est à différentes échelles, mais en général, c'est vraiment une échelle qui est très, très locale. Il y a différents types d'îlots de chaleur urbains, selon, en fait, où est-ce que ça se situe en termes de hauteur. Donc, le premier type, c'est vraiment au niveau de la température de surface. Donc, si on vient toucher avec sa main au sol, la température du sol, ça fait référence au premier type d'eau de chaleur urbain, qui est comme la température au sol. Ensuite, il y a une deuxième couche d'eau de chaleur qui est au niveau de la canopée urbaine. Donc, c'est la masse d'air qu'il y a entre le sol et la cime des arbres. Donc, c'est souvent à cette couche-là à laquelle on fait référence. Puis, c'est également cette couche-là qui, généralement, va être qui va avoir une température la plus élevée. Puis, finalement, la troisième couche des îlots de chaleur urbains, c'est en haut de la cime des arbres. Donc, les deux dernières couches font vraiment référence à la température de l'air, puis la première à la température des surfaces. Donc, je vais juste faire cette petite précision-là. Donc, il y a plusieurs facteurs qui viennent causer les îlots de chaleur urbains. Donc, c'est l'accumulation de plusieurs éléments. Une première chose, c'est la question des gaz à effet de serre. Donc, évidemment, plus on a de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça vient créer une couche qui vient bloquer les rayons du soleil et qui crée un réchauffement général de l'atmosphère. Ensuite, on a aussi une question de végétation. En fait, là, depuis les années 1960, on constate qu'il y a une dégradation importante du couvert forestier dans les villes, même que certains chercheurs vont dire qu'il y a une extinction en cours là, du couvert végétal. Puis, les arbres jouent un rôle essentiel dans la climatisation de l'air, notamment par l'évapotranspiration, qui permet de transformer la chaleur de l'air en une chaleur qui est plus latente, donc qui contribue à climatiser l'environnement. Donc, moins on a de végétation, plus la température va avoir tendance à augmenter. Ça ajoute aussi à ça, en ville, une question de la propriété thermique des surfaces, des matériaux. Donc, on a différents types de surfaces, que ce soit de l'asphalte, du béton, des métaux, du gravier. Puis, ces surfaces-là ont toutes des capacités différentes à absorber la chaleur. Donc, c'est mesuré par l'effet albédo. Donc, plus l'effet albédo, l'indice albédo est faible, plus le matériau accumule la chaleur et en redégage. Donc, par exemple, l'asphalte, qui est un matériau très foncé, va avoir un effet albédo qui est très faible. Et donc, il va avoir tendance à accumuler la chaleur et la rediffuser. Donc, dans les villes, on le sait, on a beaucoup de surfaces comme des toits, des stationnements, la brique. Donc, tous des matériaux qui ont un effet albédo très faible, qui a comme impact de réchauffer également l'atmosphère. Un autre facteur d'influence, c'est la question de la morphologie urbaine. Donc, la forme des villes, la hauteur des bâtiments,
la dimension des rues, la largeur entre les différents bâtiments, c'est toutes sortes d'éléments qui ont un impact. Par exemple, un bâtiment qui est plus élevé va créer plus d'ombre au sol. Mais par contre, il y a aussi un risque d'accumuler davantage de rayons du soleil parce qu'il y a plus de matériaux. Donc, ça peut venir contribuer à réchauffer l'atmosphère. Il y a aussi une question de corridor de vent qui peut se créer entre les différents bâtiments. Donc, si les bâtiments sont très élevés et très rapprochés, l'air peut se retrouver à être coincé, en fait, dans la première couche de l'atmosphère, dans la première couche qui est entre le sol et la cime des arbres, puis créer vraiment un environnement qui est très chaud. Puis, ça se perpétue même durant la nuit, parce que, bon, durant la nuit en général, en haut des bâtiments, donc à la surface des bâtiments, il y a une couche d'air frais qui va se créer, puis qui va empêcher l'air haut de monter, ce qui fait en sorte que durant la nuit, les matériaux continuent à dégager de la chaleur, puis que ça reste un environnement très chaud, même si normalement, ça devrait se rafraîchir. Et puis finalement, une cinquième cause des îlots de chaleur urbains, c'est les activités anthropiques, donc les activités humaines, par exemple la climatisation, l'utilisation de véhicules motorisés, l'industrie, les activités industrielles. Donc, c'est toutes les activités humaines qui vont créer de la chaleur. Donc, en fait, les moteurs créent de la chaleur. Donc, c'est un petit peu un effet pervers parce qu'on va, par exemple, en période de haute canicule d'été, pour essayer de contrer des impacts négatifs de la chaleur, on va utiliser un climatiseur qui lui-même va dégager de la chaleur. Donc, c'est un petit peu un cercle vicieux. Les conséquences des îlots de chaleur urbains sont nombreuses. C'est des conséquences qui sont relativement néfastes. Donc, c'est pourquoi, en fait, un peu par ce projet-là, on essaye de venir atténuer les îlots de chaleur urbains. Donc, il y a des conséquences sur l'environnement. Donc, les îlots de chaleur contribuent, entre autres, à la formation du smog. Ça contribue également à une hausse de la demande énergétique. Donc, comme je disais tout à l'heure, par exemple, plus il fait chaud, plus on va avoir tendance à utiliser des climatiseurs. Donc, ça augmente la consommation d'énergie. Puis, ça va aussi demander une hausse en demande de l'eau potable. Donc, un des bons exemples que je viens de dire, c'est par exemple en période de canicule, souvent les heures de piscine extérieure vont être prolongées, les heures d'ouverture des jeux d'eau aussi. On va chercher à s'hydrater davantage également. Donc, on a une pression qui est plus grande sur la consommation d'eau potable. Ensuite, au niveau de la santé, ça a également plusieurs conséquences. Donc, les périodes de chaleur extrême peuvent engendrer des stress thermiques importants. Par exemple, ça peut créer des inconforts, ça peut créer des faiblesses, des troubles de la conscience, des crampes, donc toutes sortes de conséquences. Il y a des personnes qui sont assurément plus exposées à ces risques-là, par exemple les travailleurs de la construction qui peuvent passer des heures à refaire des toitures alors qu'il fait 30 degrés Celsius à l'extérieur. Sinon, ça a aussi pour impact d'exacerber des maladies chroniques, donc des maladies qui sont déjà préexistantes. Par exemple, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies cardio-respiratoires. Et ça peut même aller jusqu'à entraîner la mort des personnes qui ont des prédispositions. Donc, c'était mon prochain point, donc une hausse de la mortalité lors des vagues de chaleur. À titre d'exemple, en 2018, qui a été l'été le plus chaud qui a été enregistré au Québec dans les 146 dernières années, on a constaté environ 86 décès supplémentaires liés à la chaleur. C'est sûr, en plus, que les maladies liées les mortalités liées à la chaleur sont souvent très sous-estimées parce que, justement, c'est combiné à d'autres maladies qui sont préexistantes, comme les risques cardiovasculaires et cardio-respiratoires, ce qui fait en sorte que les chiffres qui sont donnés, comme le 86 décès, est probablement beaucoup plus petit que ce qu'il est dans la réalité. Donc, évidemment, les vagues de chaleur, ça crée une pression également sur le système de santé qui doit être capable d'offrir des services de plus grande ampleur et adéquats au moment opportun. Donc, un autre élément qu'il faut prendre en considération,
également, c'est la question des inégalités, en fait, dans l'espace. Donc, ce n'est pas l'ensemble des quartiers, des secteurs qui sont soumis à la même vulnérabilité aux îlots de chaleur urbains. Donc, les individus et les groupes sociaux ne sont pas égaux, ni exposés aux nuisances et aux risques environnementaux de la même manière, ni n'ont pas accès aux mêmes ressources. Donc, ce qui fait en sorte que souvent, c'est les quartiers qui sont les plus défavorisés et les quartiers les plus centraux qui sont les plus vulnérables aux îlots de chaleur urbains. Parce que c'est souvent dans ces endroits-là qu'on constate qu'il y a moins de végétation, puis qu'il y a aussi moins de services. Par exemple, moins de pharmacies, moins de CLSC pour pouvoir venir pallier à cette vulnérabilité-là. Ce qui fait en sorte que dans les projets d'ICU, souvent, on va venir favoriser vraiment les clientèles qui sont les plus vulnérables. Donc, les populations qui sont plus défavorisées parce qu'ils ont moins accès à la nature, les personnes âgées qui ont une santé un petit peu plus précaire et qui sont plus impactées par les vagues de chaleur, et puis également les jeunes enfants. Donc, voilà, ça faisait le tour de ma première introduction par rapport aux îlots de chaleur urbains. Je t'en donne la parole, Léonie. Merci beaucoup, Audrey. Très intéressant. Je pense qu'on constate à quel point les îlots de chaleur ont des impacts importants sur l'environnement, mais aussi sur la santé des communautés. Je pense que c'est d'autant plus important d'agir sur ces deux fronts-là. Par des solutions, là, notamment de verdissement. Donc, on va maintenant passer à la présentation de Mme Ingrid Dubuc, qui est directrice du Bureau de l'environnement à la ville de Sherbrooke. Elle va nous présenter vraiment la situation un peu plus particulière du quartier de l'Est, donc pourquoi aussi on a décidé d'agir sur le quartier de l'Est. Ingrid Dubuc possède plus de 15 années d'expérience en administration et gestion dans les milieux municipaux, universitaires et privés. Elle a notamment été par le passé chef de division des sports et des événements à la ville de Sherbrooke. Elle complète actuellement une maîtrise en environnement et elle était titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et bachelière en sciences de l'activité physique. Donc, Mme Ingrid Dubuc, je te cède la parole. Bonjour, est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, excellent, très bien. Merci. Merci de nous accueillir ce midi, pour la petite présentation. Donc, très intéressant l'angle d'approche de Alexandre et de Audrey. Donc, je vais tenter d'être complémentaire, de ne pas répéter, mais l'objectif de la partie de ma présentation, c'est de vous dire pourquoi c'est ce secteur-là qui a été ciblé à la ville de Sherbrooke et quelles sont certaines visions au niveau de la ville pour la suite des choses. Je suis beaucoup moins bonne avec Zoom que Teams, comme j'ai dit, fait que je vais essayer de bien faire ça quand même. Donc, très rapidement, un petit portrait du territoire de la ville de Sherbrooke. Donc, Sherbrooke a une superficie de 366 km² et, comme vous le savez, a 4 arrondissements. Sur la carte que vous avez à l'écran, on voit l'arrondissement jaune qui est Brompton, Rock Forest, Saint-Élie-Deauville. Celui dans le milieu, le bleu, le aqua, si je peux utiliser l'expression, qui est quant à lui des nations et qui est celui qui a la plus haute densité. À droite, où se situe le projet, donc en bleu marin, bleu mauve, c'est Fleurimont. Et en rouge, c'est l'arrondissement de Lennoxville. Donc, comme vous le savez, Sherbrooke, nous sommes la 6e plus grande municipalité de la province du Québec avec une population là, de plus ou moins 170 à 71 000 personnes en date de 2020. Et nous le sommes, mais j'espère que vous le considérez comme nous aussi, privilégiés par la proximité des grandes villes comme Montréal, Québec, New York et Boston. Et on considère être une ville dynamique. J'espère que vous adhérez à cette définition de Sherbrooke. Et on offre une des meilleures qualités de vie en Amérique du Nord. Puis encore une fois, en Estrie, nous sommes la plus grande ville, donc assurément la ville estrienne qui a le plus d'îlots de chaleur. Toujours en termes de portrait îlot de chaleur, donc ce que vous voyez, c'est maintenant la cartographie que nous avons fait faire un print screen, excusez mon chinois, de l'Institut national de la santé publique du Québec. Et ça a été un des outils qui ont guidé la réflexion pour le choix du secteur. Donc, vous voyez sur la carte le périmètre urbain sherbrookois, avec les codes de couleurs auxquels on est les plus souvent habitués. Donc, bien entendu, le rouge représente les trames d'îlots de chaleur. Et comme on constate, les îlots de chaleur se situent dans les grands axes urbains. Donc, bien entendu, la rue King qui traverse d'est en ouest de la ville, donc Bourque-King. Et aussi, au niveau du centre-ville, l'axe de la Wellington. Mais on voit aussi à certains emplacements, je ne sais pas si vous voyez ma souris, on voit aussi
Les centres, les pôles commerciaux sont bien entendu aussi des îlots de chaleur relatifs à tous les stationnements que l'on peut y retrouver. Donc, cette cartographie-là nous a permis en équipe de travail là, de peut-être cibler des emplacements qui étaient plus propices pour le projet. Qu'est-ce que l'on retrouve? Donc, on a fait un petit zoom sur le secteur un petit peu plus central. Donc, c'est encore plus clair la densité d'îlots de chaleur. Donc, comme vous le savez, et comme ça a été bien dit par Mme Larochelle, donc les îlots de chaleur urbains sont non seulement dans les milieux urbains densément bâtis, mais font également leur apparition dans les banlieues, notamment à cause des développements commerciaux et des grandes surfaces. Et ça a été très bien nommé par mes prédécesseurs dans la présentation. La vulnérabilité de certains quartiers résidentiels repose entre autres sur le manque marqué de végétation et de surfaces végétalisées. Donc, la prochaine suite, ça vous permet de voir à l'intérieur de la carte des îlots de chaleur ce qu'Alexandre a bien démontré aussi, la zone qui délimite le projet de vent de fraîcheur. Donc, on voit que c'était clairement identifié que c'était un site où il y avait une très grande quantité d'îlots de chaleur. Autre élément qui a guidé la réflexion, et ça aussi, ça a été nommé par Mme Larochelle, on a une cartographie de la défavorisation matérielle et sociale à Sherbrooke qui est représentée par ce que vous voyez à votre écran, encore une fois avec les mêmes types de codes de couleurs. C'est basé sur des travaux faits par l'Observatoire estrien en développement des communautés qui permet de voir quelle est la défavorisation matérielle et la défavorisation sociale. La cartographie nous permet de voir encore une fois les zones en rouge, c'est où l'indice de défavorisation est le plus élevé. Donc, la zone qui a été sélectionnée dans le projet, bien entendu, correspond à ces critères. La zone, vous allez la voir apparaître, mais elle se trouve ici, encore une fois, dans des communautés qui ont un très fort indice de défavorisation sociale et matérielle. Donc, entre autres, ça peut représenter plus de 1000 habitants par kilomètre carré. C'est un des indices à l'intérieur de cette cartographie-là. Donc, vous voyez maintenant apparaître à votre écran quand on a… en fait, ce n'est pas par-dessus exactement, là, mais vous voyez, je ramène la même carte que tout à l'heure là, pour vous démontrer. On a encore les communautés qui étaient ciblées, là, la C4, que l'on voit ici, C4, C5 et C10, que l'on retrouve ici à l'intérieur de ce qui a été ciblé comme étant le projet le projet sélectionné, pardon. Donc, bien entendu, le secteur a été choisi parce qu'il y avait peu d'actions de revitalisation ou encore peu de liens entre les îlots de verdure existants. Donc, tous ces éléments-là ont guidé la réflexion pour faire la recommandation de faire les travaux au niveau de l'est de la ville de Sherbrooke. Maintenant, je trouve important de profiter de l'occasion aussi pour vous mentionner que la ville de Sherbrooke a un plan d'adaptation au changement climatique. On y a fait référence là, un peu plus tôt, Madame Larochelle. Donc, c'est important que les villes puissent s'adapter aux différents changements climatiques. Donc, nous avons en 2013 adopté ce plan d'adaptation qui est sur 3 axes. L'axe des épisodes de sécheresse et de canicule fréquents et étendus, l'axe des épisodes de précipitations intenses plus fréquents et les épisodes de tempête de pluie, neige, verglas intenses et plus fréquents. Bien entendu, le travail qui est fait avec vent de fraîcheur sur l'Est va nous aider à travailler la portion de la sécheresse et des canicules plus fréquents et plus étendus. Donc, c'est un plan d'action qui s'étend de 2013 à 2023 qui, bien entendu, les travaux qui sont faits dans Vent de fraîcheur de l'Est vont pouvoir nous aider à atteindre certains des objectifs de ce plan d'action-là. Mais il y a aussi la volonté, quand des travaux sont faits, peu importe à quel endroit dans la ville, de nous assurer de bonifier les différents projets à court terme pour faire plus d'aménagement, de verdissement. Il y a aussi une annonce récente qui a été faite toujours dans le secteur de l'Est pour l'ajout d'un jeu d'eau. Donc, ce n'est pas dans le dossier Vent de fraîcheur, mais c'est aussi un élément dans notre adaptation au changement climatique. Encore une fois, ce sont des secteurs qui ont une très haute défavorisation sociale et matérielle, donc on a tout avantage à faire des projets, avec la communauté pour répondre à ces besoins-là. Et aussi, dans le projet pour la ville, on parle ça a été nommé là, par Alexandre, donc un jardin communautaire. Les sites précis ne sont pas encore définis, mais c'est une partie que la ville va avoir sous sa gouverne dans le dossier Vent de fraîcheur, mais il y a aussi des nouveaux aménagements ou des réaménagements du secteur de la rue King-Est
qui ne font pas partie directement de Vente fraîcheur, mais il y a une opportunité de revoir aussi notre manière de fonctionner et de s'assurer de plus verdir les différents travaux qui seront faits. Donc, si on prend plus précisément King Est, c'est de l'ajout de végétation et non d'un remplacement d'arbres qui sera fait. Mais c'est toujours dans cette optique-là de verdir les îlots de chaleur dans les projets à venir. Fait que pour ma part, c'était le petit... Merci beaucoup, Ingrid. Donc, merci. Il y a beaucoup de liens que tu as fait avec les concepts un peu généraux des îlots de chaleur et avec la situation particulièrement dans l'Est, on réalise que c'est très concret les impacts que ça peut avoir vraiment dans un quartier, dans le quartier de l'Est de Sherbrooke. Donc, je pense que ça met bien la table sur la problématique qui a justifié un peu le choix du projet de ce secteur et du choix de tous les projets de verdissement qui vont naître. Et justement, par rapport à des projets de verdissement, je vais repasser à nouveau la parole à Audrey Larochelle de Nature Québec, qui maintenant va nous présenter des solutions. Parce qu'évidemment, on a parlé des problématiques, on veut aussi parler des solutions qui vont être un peu plus positives, qui vont nous amener à être inspirés. Le but, évidemment, c'est d'amener des solutions, des exemples d'ailleurs qu'on va pouvoir s'approprier, qu'on va pouvoir adapter vraiment au milieu de Sherbrooke, dans le quartier de l'Est. Donc, Audrey, la parole est à nouveau à toi. Oui, bon, mais rebonjour tout le monde. Comme disait Alexandre tout à l'heure, le verdissement urbain, c'est une des solutions aux îlots de chaleur urbains. Là, on parle beaucoup de verdissement parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui est très mobilisateur. Je vais quand même essayer de glisser un mot sur les autres pistes de solutions possibles aussi là, au cours de la présentation qui suit. Donc, j'aime bien commencer avec cette image-là. C'est une photo qu'on a prise l'été dernier à Trois-Rivières, vraiment pas loin de nos bureaux à Nature Québec. Donc, on voit 3 types de surfaces différentes. Donc, en bas à gauche, on voit un stationnement régulier là, en asphalte. Et on a pris la mesure de la température de surface, donc vraiment la température des matériaux, avec un petit, c'est un thermomètre à frigidaire, là, donc c'est rien d'extrêmement scientifique, là, mais c'est quand même intéressant pour montrer la différence qu'on peut voir dans les différents milieux. Donc on voit que c'était dans un stationnement régulier, là, on avait une température de 55 degrés Celsius, donc ça c'est une journée de grande canicule où il faisait environ 30 à l'extérieur, en plein soleil, sur l'heure du dîner. Ensuite, si on regarde un peu en haut, c'est encore une fois un stationnement, mais qui a été peint avec une peinture blanche, donc un revêtement blanc qui a un effet albédo, qui est plus élevé, donc qui reflète les rayons du soleil. Puis déjà là, on voit une différence de quand même 10 degrés Celsius, donc c'est quand même fou juste avec la couleur, la différence de température qu'on peut constater. Puis sinon, en grand, l'image qu'on voit, c'est une ruelle verte à Trois-Rivières, donc qui a été recouverte de pavés alvéolés avec des végétaux dans les différentes alvéoles. Puis ici, bon, c'était une température de 35 degrés. Donc finalement, on voit pratiquement une différence de 20 degrés Celsius entre un stationnement conventionnel et des pavés alvéolés. Donc je trouve que ça introduit quand même bien l'idée des effets de la végétation sur les îlots de chaleur urbains. Donc, juste pour revenir là, très rapidement un peu sur ce que je disais tantôt, le verdissement, ça a toutes sortes de bénéfices sur la santé de l'humain, donc autant sur la santé sociale, mentale que physique. C'est des impacts qui sont maintenant vraiment démontrés et reconnus par la communauté médicale, de sorte qu'on parle de plus en plus de faire même des prescriptions nature. Donc, d'avoir des recommandations officielles des médecins pour encourager les gens à aller passer du temps en nature. Il y a même certaines études qui mentionnent que de passer seulement 20 minutes en nature par jour permettrait, serait la façon la plus rapide d'augmenter notre niveau de santé et de bonheur. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, d'un point de vue social, ça permet, entre autres, d'augmenter les échanges sociaux, parce que, bon, souvent, les milieux verts, c'est des milieux où on peut aussi faire des rencontres, échanger entre amis. Donc, ça augmenterait les capacités d'échange social. Ça diminuerait aussi le taux de criminalité des quartiers. D'un point de vue mental, ça réduit les symptômes de stress et puis également les symptômes de dépression. Puis, d'un côté physique, ça encourage l'activité physique.
et puis également la réduction du taux de mortalité. Donc, c'est juste un petit rappel comme quoi ça a vraiment des bénéfices là, importants au niveau de la santé. Donc, il faut vraiment voir l'arbre comme étant, en fait, un moyen de prévenir les différentes maladies et les dépressions et tout ce qui est plus impact sur le niveau de la santé mentale. Donc, juste rapidement, là, en quelques chiffres clés, voici quelques impacts intéressants des arbres et des végétaux en ville. Donc, un arbre mature représenterait environ 5 climatiseurs qui fonctionnent durant 20 heures. Donc, on voit l'effet là, de diminution de la chaleur. Ensuite, une rue arborée permettrait de réduire la poussière jusqu'à 4 fois. Donc, 4 fois moins de poussière, puisque les arbres permettent d'accumuler les différentes particules fines qui sont présentes dans l'air. Et puis, également, un arbre mature permettrait d'absorber, de séquestrer 800 kg de CO2 au courant de sa vie, ce qui est quand même énorme. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que les arbres, le moment où ils absorbent le plus de CO2, c'est durant leur croissance. Au Québec, ça peut prendre plusieurs années là, avant qu'un arbre atteigne sa maturité. Là, en moyenne, c'est environ 80 ans. D'où l'importance, en fait, de garder nos arbres aussi qui sont matures. Souvent, on va à des projets où on va couper les grands arbres, puis essayer de compenser par la plantation de petits arbres. Mais il faut comprendre que ça prend énormément de temps avant que les bénéfices de l'arbre mature puissent se faire sentir. Donc, vraiment, la préservation des arbres matures, c'est une première étape pour ensuite venir augmenter le couvert végétal. Il faut aussi penser à avoir une bonne diversité. On pense souvent aux arbres feuillus parce que les arbres feuillus ont une capacité de croissance qui est plus importante que les conifères. Par contre, en bout de ligne, les conifères permettent de séquestrer plus de carbone. Donc, de penser à une diversité aussi dans les végétaux qui sont plantés. Donc, ça m'amène à parler un petit peu plus du programme Milieu de vie en santé. En fait, il y a un programme de Nature Québec qui existe depuis 2015, puis qui réalise plusieurs projets. C'est vraiment dans la même ligne que le projet Le Vent de fraîcheur sur l'Est. D'ailleurs, on collabore étroitement dans le cadre de ce projet-là. Donc, le but, c'est de faire des projets de démonstration, des projets de pilotes qui montrent les bénéfices des îlots de fraîcheur sur la santé dans un contexte de changement climatique. Donc, ce que vous voyez là, à gauche, c'est les lignes directrices en fait, qu'on suit dans la réalisation de nos projets. Puis qui sont vraiment pour nous des indicateurs là, qui nous permettent de s'assurer que nos projets respectent nos différents critères. Donc, la canopée, donc augmenter la canopée, augmenter le verdissement, favoriser une meilleure gestion des eaux pluviales, augmenter la réflectance des matériaux, impliquer la collectivité dans l'ensemble de la démarche, aussi favoriser la mobilité durable et puis faire en sorte que la biodiversité soit le plus possible favorisée dans les projets. Donc, je vais vous montrer quelques projets qu'on a réalisés. C'est principalement des projets qui ont été faits dans la région de Québec parce que c'est là que notre siège social. Mais ça demeure des exemples super intéressants qui sont facilement reproductibles dans votre région. Donc, si j'y vais par catégorie, un des premiers types de projets, les premiers projets qu'on a faits, c'est des projets de classe plein air, donc de verdissement de cours pour que les jeunes puissent bénéficier d'espaces d'apprentissage à l'extérieur. Donc, c'est démontré qu'il y a plusieurs bénéfices à l'apprentissage à l'extérieur, par exemple, une réduction du stress, une réduction de l'agressivité, de l'intimidation chez les jeunes. Donc, il y a plusieurs bénéfices. Puis, avec les températures qui sont de plus en plus élevées à la fin de l'année scolaire, puis au début de l'année scolaire, c'est de plus en plus important aussi pour les enseignants d'avoir un accès à l'extérieur pour pouvoir donner leurs cours. Donc, l'ensemble de nos projets sont faits en collaboration avec les jeunes. Donc, ça, c'est un exemple de maquette qu'on a faite avec une classe de 5e année avant de mettre en place un projet de classe plein-air pour aller chercher les idées et pour voir l'ensemble des besoins. Donc, ça, c'est une des premières classes plein-air qu'on a faites à Québec, à l'école Marguerite Bourgeois. C'est un bel exemple de mise en valeur d'arbres matures existants. Donc, en fait, on avait ici 2 grands ormes d'Amérique
qui offrait une super belle canopée. Puis on s'est dit, bon, on va bénéficier de ces arbres-là qui sont présents pour mettre du mobilier autour des arbres, puis créer une zone d'apprentissage qui est à l'ombre. Ici, c'est un autre exemple de projet de classe extérieure qui est plus sous forme d'estrade, disons, avec un endroit en avant où l'enseignant peut donner son cours, donc à l'école Marguerite, à l'école des Berges à Québec. Donc, encore là, un projet qui a été fait en collaboration avec les jeunes. Puis il y a aussi un volet artistique intéressant. Ici, là, on ne voit pas beaucoup, mais derrière les estrades, il y avait une grosse murale là, qui a été faite par les jeunes, qui est écrit Persévère. Donc, c'est comme un jeu de mots pour persévère et une percée verte. Donc, voilà. Puis, c'était, bon, la classe a été prévue à proximité d'arbres, encore là, pour aller chercher des bénéfices de l'ombre qui est produite au sol. Puis, il y a différents végétaux qui ont été plantés en bac. Finalement, dans nos classes qui sont plus récentes, en fait, on a adopté une vision qui était un peu plus globale de la classe plénière, comme en fait intégrant l'ensemble de la cour d'école plutôt que juste une petite zone, comme en voyant la cour d'école comme plusieurs zones d'apprentissage. Puis on a également favorisé des projets qui sont de teneur plus permanente. Donc, on essaie d'y aller de moins en moins vers des projets qui utilisent du mobilier éphémère, qui demandent beaucoup d'entretien. Puis, on focus beaucoup plus sur la plantation permanente de végétaux, puis l'installation de mobilier qui va rester plus longtemps. Au niveau des classes plein air, il y a aussi un élément important de former les enseignants pour qu'ils soient en fait aptes à enseigner à l'extérieur parce que ça demande quand même des outils différents. Donc, on collabore beaucoup avec la Fondation Monique Fédibac qui est très, en fait, dont la spécialité est la pédagogie en plein air. Ensuite, la deuxième catégorie de projets qu'on réalise, c'est des oasis urbaines. Donc, les oasis urbaines, c'est vraiment réalisé plus en terrain, sur des terrains publics, par exemple des terrains municipaux, des terrains communautaires ou encore des parvis d'église. En fait, le but des oasis urbaines, c'est un peu de venir pallier au manque d'accessibilité à des espaces verts entre autres dans les quartiers défavorisés. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans les quartiers denses, qui n'ont pas nécessairement de cour arrière, de cour avant, donc ils ont juste un petit balcon pour pouvoir sortir à l'extérieur. Puis, les distances de marche pour se rendre au parc sont des fois assez élevées. Donc, le but des oasis, c'est de venir créer des petits espaces dans les endroits où il y a un manque d'accès à la nature pour venir pallier à ce manque-là. Donc, effectivement, là, selon l'OMS, rappelons-nous que la distance idéale entre le domicile puis un espace vert, c'est 300 mètres. Donc, il y a beaucoup de secteurs qui, malheureusement, n'ont pas accès à des parcs là, à moins de 300 mètres. Donc, le but, c'est vraiment de venir pallier à ça. Donc, un exemple de projet qu'on a réalisé à Québec, encore une fois, c'est l'Oasis Saint-Vali, qui était dans un stationnement municipal en bordure d'une rue commerçante. Donc, on est venu installer du mobilier, du verdissement, puis ça a vraiment c'est beaucoup une question d'animation aussi de la rue commerciale. Donc, c'est un projet qui date maintenant de 3 ans. Donc, durant 3 ans, on a réinstallé les différents mobiliers à chaque été. Puis, l'année prochaine, il sera enfin officiellement permanent, donc avec un retrait d'asphalte, puis une installation là, qui va être là 12 mois par année. Donc ça, c'est un beau succès, puis c'est quelque chose qu'on essaye d'apporter aussi dans les projets de places éphémères. C'est bien de faire des places éphémères, mais d'avoir une vision de permanence par la suite, ça pousse le projet beaucoup plus loin, puis ça permet d'avoir plus de maximiser les résultats. Donc ça, c'est un autre projet d'Oasis, toujours à Québec, mais sur le site d'un organisme communautaire. Donc ici, on retrouve beaucoup le volet nourricier. Donc, on a ajouté des serres, on a ajouté une forêt nourricière. Puis, c'est un endroit où il y a beaucoup de logements sociaux. Puis, problème d'insécurité alimentaire. Donc, on est venu un petit peu bonifier la possibilité de s'alimenter en produits frais. Très rapidement, parce que le temps file, ça, c'est pas exactement un oasis, mais je vais vous montrer quand même parce que c'est un exemple super intéressant qu'on a fait à la ville de Victoriaville, qui est un stationnement municipal sur lequel on est venu ajouter des grandes noues végétales, donc ce que vous voyez au centre ici, qui permet de venir capter les eaux de ruissellement.
puis également l'utilisation de pavés alvéolés. Donc ça, c'est une photo qui a été prise tout de suite après la mise en place du projet. Donc, il n'y avait pas encore de végétaux qui a poussé entre les alvéoles, mais on peut se l'imaginer. Ensuite, on a également tous les projets d'établissements de santé, donc qui se font sur des sites d'hôpitaux, de CHSLD, de CLSC. Donc, on vient beaucoup toucher à la population âgée par ces projets-là. Donc, si c'est un projet à l'IUCPQ à Québec, donc l'IUCPQ qui est l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec. Donc, on est venu acheter des bacs de potager, des forêts nourricières sur une zone qui était entièrement gazonnée. Ici, c'est un projet qui a été fait au Centre de réadaptation du Québec. Puis, c'était anciennement un terrain entièrement gazonné. Puis, on est venu ajouter comme des bandes, en fait, de prairies urbaines, donc des végétaux qui demandent très peu d'entretien, puis qui créent un effet de parcours. Donc, avec les courbes, c'était vraiment l'idéal pour ce qui est de la réadaptation physique. Donc, ça crée un espace intéressant pour les personnes qui sont en processus de réadaptation pour pouvoir aller faire des parcours en nature, finalement. Et finalement, le dernier volet que je voulais vous parler, très rapidement, parce que je sais que vous n'avez pas de ruelle verte, de ruelle, en fait, à Sherbrooke, mais c'est quand même un élément intéressant pour tout ce qui est implication citoyenne, en fait. Donc, la question de la mobilisation citoyenne dans ces projets-là peut facilement se répliquer sur d'autres types de projets. Donc, c'est pour ça que je voulais quand même vous le présenter très, très rapidement, là. Mais donc, à Québec, on est responsable des projets de ruelles vertes. Ça implique la création de comités citoyens. Puis, c'est vraiment eux qui mettent en œuvre le projet là, de A à Z, puis qui sont impliqués sur plusieurs années dans les projets. Donc, ça, c'est vraiment la grosse force, disons, des projets de ruelles vertes. Ça crée des mini-communautés qui sont très dynamiques. Donc, les ruelles vertes, bon, ça touche plusieurs éléments, autant le verdissement de la ruelle, mais aussi une question de sécurité dans la circulation routière, entre autres, qu'on peut retrouver dans les ruelles. Donc, ici, des exemples d'aménagements qui sont faits. Et ça, c'est un exemple d'événements, en fait, qui se font dans les ruelles. Donc, il y a souvent des micro-événements, des pique-niques, des pièces de théâtre, parce qu'il y a toutes sortes d'éléments créatifs qui se créent. C'est vraiment, ça crée vraiment un beau dynamisme. Puis d'ailleurs, je voulais un peu finir là-dessus, là, comme quoi, c'est tous ces petits projets-là accumulés ensemble, c'est ce qui permet de créer les fameuses trempes vertes dont Alexandre parlait un peu plus tôt. Donc, c'est en accumulant plusieurs petits projets puis en impliquant les citoyens parce que l'ensemble des terrains de municipalité, autant des terrains publics que des terrains privés, vont avoir un impact sur les îlots de chaleur urbains. Donc, tous les petits gestes peuvent faire en sorte qu'on crée des milieux plus verts puis qui vont créer des trempes vertes. Donc, je vous laisse avec ce beau proverbe chinois qu'on aime bien, qui est « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. » Merci Audrey. Merci Audrey, ça finit vraiment très bien le tour de présentation de cette citation-là. C'est très inspirant, je pense, de voir tous ces exemples qui se sont bâtis et qu'on souhaite maintenant le bâtir aussi dans le quartier de l'Est. On va prendre les questions là, rapidement, on va prendre les questions qui en ce moment dans la conversation chat. Puis par la suite, là, on va passer à la période d'échange de discussion en sous-groupe. Donc, merci vraiment beaucoup à tous les intervenants d'avoir animé ces présentations et ces interventions. Vous animez beaucoup la réflexion et la démarche aussi vente fraîcheur. Donc, dans le chat, il y a quelques questions. En fait, Jacques Gauthier demande une question, je crois, qui a été abordée par Audrey. Peut-être qu'Audrey, tu pourrais aussi compléter à ce sujet. On demande, est-ce qu'au lieu de planter des nouveaux arbres, ce ne serait pas plus souhaitable de simplement conserver les arbres matures existants dans des zones qui sont déjà boisées? Donc, Audrey, je pense que tu l'as abordé aussi, ce volet-là des arbres matures. Alors, qu'est-ce que ce n'est pas plus souhaitable de seulement conserver ces arbres matures? Oui, oui, je peux y aller, effectivement. Je pense que c'est vraiment une première étape, là. Souvent, on va avoir des projets de développement immobilier où on va venir comme couper les grands arbres matures, puis les remplacer justement par des petits arbres, si on peut
idéalement, réduire ces coupes-là puis garder nos armatures, c'est vraiment comme un idéal et la première chose à faire. Ensuite, si on peut augmenter dans les endroits où il n'y a pas encore d'arbres, ben là, c'est comme une deuxième étape. Maintenant, je pense que c'est des actions qui sont complémentaires. Je ne pense pas qu'il y en ait une qui est meilleure que l'autre. Elles se complètent là, pour favoriser des milieux, en fait, qui sont plus verts. Parfait. Donc, deux approches très complémentaires à mettre ensemble en même temps. Ouais. On a une autre question de Robert Léo Gendron qui demandait, je crois, durant la présentation de Ingrid Dubuc, donc il demandait pourquoi est-ce qu'il y a une concentration de chaleur. Donc, je pense sur la carte des îlots de chaleur, on voyait qu'il y avait une concentration de chaleur sur les berges de la Saint-François. Donc, Ingrid, est-ce que tu as une réponse à ce propos? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Donc, en fait, c'est des photos satellites, c'est des prises de vue satellites qui sont utilisées pour la réalisation de la carte des berges. Donc, ils peuvent avoir du sable ou du roc affleurant. Donc, ça peut un peu fausser le résultat, le visuel. Donc, on est vraiment à haut niveau. Puis, c'est la carte que vous avez vue, c'est basé sur des pixels. Donc, ce n'est pas le fin détail, mais c'est plutôt un aperçu des îlots de chaleur que l'on revoit. Fait que c'est pour cette raison-là que ça ressort sur la carte. Parfait. Une autre question justement pour toi, Ingrid, garde ton micro ouvert. On demande, est-ce qu'il y aurait une autre étude similaire qui pourrait être planifiée pour le secteur ouest de la rivière Saint-François? Donc, le travail qui a été fait pour le projet qu'on a actuellement dans les cartons, c'est qu'il y a eu une offre, un appel de financement de la part de l'INSPQ. Donc, c'est ça qui a été l'opportunité pour faire lever ce projet-là avec tous les partenaires très bien coordonnés, pilotés par le CRE. Donc, c'est vraiment ça qui a été l'opportunité. Une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres aménagements qui seront faits ailleurs dans la ville, mais pour un projet de cette envergure-là et cette coordination-là, ça a vraiment été l'opportunité de financement. Mais un peu comme je le disais tout à l'heure, dans les nouveaux aménagements ou dans la réflexion, quand il y a des opportunités d'aménagement de quartier ou de secteur, la préoccupation des îlots de chaleur fait partie de la manière dont sont aménagés les secteurs. Très bien, merci. Alexandre, j'ai vu ton micro ouvert. Est-ce que tu voulais compléter? Non, ça va. OK, parfait. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Il y a un commentaire question, je pourrais quand même le nommer. Donc, on réagit justement au fait que oui, évidemment, à Sherbrooke, il n'y a pas de ruelles, mais peut-être qu'un jour, il y aurait des rues partagées. Là, je pense que c'est il y a un point d'interrogation, mais ce n'est pas nécessairement une question à laquelle répondre. C'est plus une idée comme ça qu'on lance dans l'univers. Donc, le temps... Oh, il y a une autre question. Parfait, super. Pile au bon moment. Donc, on demande si le projet Vente fraîcheur sur l'Est finance d'autres projets de verdissement. Donc, est-ce qu'il y a un organisme qui souhaiterait offrir des terrains pour des aménagements, pourrait proposer ces terrains-là? Et est-ce qu'ils pourraient eux-mêmes être financés là, pour le projet? Alexandre, je te lance la question, toi qui es coordonnateur de la démarche. En fait, c'est une question très intéressante, très pertinente. Si ces terrains-là étaient situés dans le secteur d'intervention ou à proximité, ça pourrait peut-être être une occasion effectivement, de pouvoir planter des arbres ou faire des interventions qui seraient prévues dans un autre projet. Je pense entre autres là, avec le projet soit de jardin collectif ou encore le projet King Est. Si ce sont des terrains qui sont dans ces secteurs ou qui peuvent servir à cette fin-là, on pourrait effectivement évaluer si un budget qui serait déjà attribué, par exemple, pour l'un des deux projets, pourrait servir, donc, venir s'attacher à cette proposition. Dans le fond, moi, je vous invite à communiquer avec moi pour regarder plus en détail. Puis au besoin, on va regarder aussi comment attacher tout ça avec les autres partenaires. Maintenant, s'il n'y a pas de financement qu'on est capable de dégager, rien ne nous empêche de travailler pour essayer d'ajouter un nouveau projet à la démarche. Donc, on pourrait faire une recherche de financement pour réaliser des actions à ce moment-là. Très bien, merci. J'ai mis le courriel justement d'Alexandre Demers dans la conversation si vous voulez lui écrire. Donc, on va prendre une dernière question qui vient tout juste d'être lancée, puis après, on va passer à la séance d'échange. Jacinthe, oui. Depuis tout à l'heure, je crois qu'il voudrait intervenir. En fait, je voudrais juste revenir par rapport à l'intervention de Judith relativement à rue partagée. Oui, effectivement, il n'y en a pas sur le territoire, mais ça fait partie des réflexions en cours dans le développement de la ville. Mais il y a aussi le Boisé-Fabier présentement. Il y a un comité de co-construction qui a à réfléchir et à faire des propositions au conseil municipal sur l'aménagement.
de la rue qui sépare les deux parties du parc du Boisé-Faby. Fait que c'est peut-être pas impossible qu'une des idées qui pourrait émerger du comité de co-construction soit une rue partagée dans ce secteur-là. Très bien. Désolée, Ingrid, je n'avais pas vu que tu levais la main. Merci de cette réponse. Donc là, je dis dans les commentaires, en fait, on nous demande si on connaît l'organisme Arbre Évolution. Merci, on va aller voir le site web pour plus d'informations. Donc, on va passer maintenant déjà à la période d'échange parce que le temps file. Ce qu'on souhaitait, en fait, c'est vraiment discuter avec vous. On va créer 4 salles de discussion. Donc, il va y avoir des animateurs dans chacune des salles. Il y a Alexandre Demers qui va être animateur. On a Geneviève Pomerleau également qui va être une animatrice. Il va y avoir Jacinthe Caron et moi-même. Et le but, c'est vraiment très simple. En fait, la question, c'est de savoir un peu c'est quoi vos premières réactions face à ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, vos réactions par rapport là, au projet, aux exemples inspirants que Audrey vous a présentés, ou par rapport un peu quelles sont vos préoccupations par rapport à la situation dans le quartier de l'Est. Est-ce que ça vous préoccupe? Est-ce que vous avez des idées déjà à lancer? Donc, on va faire ça dans 4 salles différentes. On va également vous mettre un lien web vers un Padlet. Un Padlet, c'est un site web super interactif, merci Marie-Josée, où vous pouvez écrire des commentaires comme un peu des post-it sur un tableau. Le Padlet, c'est si vous n'avez pas le temps de vous exprimer dans votre groupe ou si après l'activité, vous avez d'autres commentaires à dire, on va laisser le Padlet ouvert jusqu'à 3 heures cet après-midi. Ça va vraiment nous permettre d'avoir tous les commentaires de tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller réagir là, sur ce Padlet. Et maintenant, on va passer directement en salle de discussion. Marie-Josée, tu peux déjà faire les salles. On se réunit par la suite ici en grand groupe à 1h13 bien tapant.